Philips était né dans une petite usine employant 10 personnes, dirigée par un jeune ingénieur fasciné par la science d'un prix Nobel et porté par un objectif aussi clair qu'humble, apporter la lumière là où il n'y avait que l'ombre. À première vue, ce n'était qu'un atelier de plus dans une ville industrielle, mais ce départ a déclenché une chaîne d'idées qui a fini par toucher presque tout le quotidien. Elle a illuminé les rues et les foyers, a fait entrer les voix et la musique dans les salons, a mis des images dans les maisons, a aidé les barbiers et les salles de bain avec des appareils pratiques et a donné aux médecins de nouveaux outils pour mieux voir et mieux soigner. Entre les couloirs de l'usine et les tables des laboratoires, la marque a appris à combiner ingéniosité, production et design pour que le complexe devienne simple à utiliser. Cette histoire explique comment un fabricant de lampes a fini par influencer la manière d'écouter, de regarder et de vivre la technologie, à la maison comme à l'extérieur. Philips est une marque qui a connu une forte croissance tout au long de son histoire, mais qui a aussi traversé des périodes très difficiles et a dû se réinventer pour tenter de rester en vie. Voyons son histoire. Tout a commencé en 1891, quand Gérard Philips, ingénieur de formation, s'est lancé dans la création d'une entreprise pour produire des lampes à incandescence, avec le soutien déterminé de son père, le banquier Frédéric Philips. Gérard n'a pas démarré son projet de zéro. Il s'était formé auprès de Hendrik Lorentz, lauréat du prix Nobel de physique et connu pour ses apports en optique et en électrodynamique, un mentor qui lui a donné assurance et rigueur. Le choix de la lampe à incandescence comme produit central répondait à un besoin très clair de l'époque. Alors que l'électricité commençait à se répandre dans les villes européennes, le nombre d'usines avec des équipes travaillant plus longtemps augmentait et les rues réclamaient des lampadaires plus stables que ceux au gaz. Le filament de carbone, lorsqu'il était bien fabriqué, offrait une lumière plus constante et un coût plus abordable que les alternatives d'alors. Convaincu par les progrès de son fils dans la mise au point de filaments fiables, Frédéric a financé l'achat d'une petite usine à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ensemble, ils ont tracé un plan simple et efficace, centré sur la fabrication d'ampoules bon marché, durables et faciles à produire en série. L'entreprise, qui s'appelait au départ Philips & Company, s'est mise en marche en 1892 avec à peine 10 employés et un objectif très concret: monter en échelle sans perdre en qualité. Les premiers pas n'ont pas été faciles. Le marché comptait déjà des poids lourds comme AEG et Siemens, avec des usines plus grandes et des réseaux commerciaux bien établis. Gérard se souviendra plus tard que, ces jours-là, il fallait absolument tout faire. Négocier avec les fournisseurs, régler les machines, vérifier chaque lot et convaincre les clients un par un. Un effort qui a fini gravé sur un mur d'Eindhoven comme résumé de cette phase de survie. À cet effort est venu s'ajouter, en 1895, le frère cadet Anton Philips avec une formation technique, mais surtout un flair commercial, affûté dans une société de courtage londonienne. Anton a montré un talent d'organisateur qui a sauvé l'entreprise de la fermeture. En quelques années, ce leadership partagé a transformé la société familiale en l'un des plus grands fabricants européens d'ampoules. Les chiffres ont commencé à suivre rapidement. En 1898, Philips avait déjà vendu plus de 200 000 lampes, un nombre énorme pour une entreprise qui sortait à peine de l'enfance. La transition technologique avançait elle aussi. En 1907, l'entreprise a réorienté sa production vers les filaments de tungstène qui supportaient mieux la chaleur et offraient une lumière plus brillante et plus stable. Ce changement a apporté de l'efficacité et allongé la durée de vie des lampes, exactement ce que réclamaient les magasins et les municipalités qui renouvelaient leur éclairage. En 1911, Philips s'est retrouvé face à une concurrence rude venue des États-Unis. Anton a compris que les améliorations de ces produits-là provenaient d'une nouvelle façon de traiter les métaux, et cette piste a marqué un tournant pour l'entreprise. Il ne suffisait plus de bien produire, il fallait maîtriser les processus. Les frères ont acheté aux États-Unis des machines spécialisées en métallurgie, et Gérard a ainsi pu affiner la fabrication avec un contrôle plus précis. Ils ont appris que, pour gagner sur le long terme, il était essentiel d'investir dans leur propre technologie et d'éviter de se laisser distancer. Poussés par cette conviction, ils ont pris une décision clé et, dès le début, ont consacré de l'argent et des talents à la recherche et développement. L'entreprise a également regardé au-delà de ses frontières.
En 1912, Philips a obtenu le statut de société à responsabilité limitée et a été coté à la bourse d'Amsterdam, ce qui a ouvert la porte à de nouveaux capitaux et à des plans d'expansion plus ambitieux. 2 ans plus tard, en 1914, elle a fondé le NatLab, un laboratoire dédié aux processus physiques et chimiques qui est devenu le cœur de nombreuses innovations futures. Dans le même temps, la reconnaissance institutionnelle est arrivée. En 1916, la société a reçu de la reine Wilhelmine le titre de Royal, un geste qui pesait sur le marché et exprimait continuité et confiance. Le premier grand saut au-delà de l'éclairage a eu lieu en 1918, lorsque Philips a lancé son propre tube à rayon X. Il ne s'agissait plus seulement de lumière visible, mais d'images de l'intérieur du corps humain, un outil qui a transformé la pratique médicale. Parallèlement, l'entreprise a élargi son catalogue aux lampes radio et aux récepteurs, et a développé ses activités commerciales en Europe, en Chine, en Australie et au Brésil, avec des bureaux qui rapprochaient de la marque de plus d'utilisateurs. Dans les années 1920, les lampes radio sont devenues une ligne essentielle et en 1927, l'entreprise a présenté le Philips 2501, son premier récepteur radio entièrement conçu en interne, tout en mettant en service l'émetteur PCJ, un mouvement qui a renforcé son nom dans le nouveau monde des ondes. Le logo, le blason avec étoiles et lignes ondulées, a commencé à s'associer autant aux communications radioélectriques qu'à la lumière des ampoules. Philips n'a pas tardé à croître aussi par des acquisitions stratégiques. Durant cette période, elle a racheté la britannique Mullard, spécialisée dans les lampes, et l'année suivante a célébré la lampe radio numéro 100 millions, un chiffre qui montrait l'ampleur et la continuité de la production. Entre 1927 et 1932, l'entreprise a fabriqué environ 1 million de radios et est devenue le plus grand producteur mondial d'équipements radio et de tubes électroniques. En 1931, elle a lancé la 930A, une radio au boîtier en forme de chapelle, avec une grille inspirée du logo lui-même, un design qui a directement mêlé identité visuelle et produit. En 1938, elle a présenté le Philips TX400, son premier téléviseur expérimental, à la foire annuelle d'Utrecht. Et 1 an plus tard, elle a lancé le rasoir électrique Filishava tête rotative, un instrument pensé pour le quotidien qui allait devenir universel. Cette combinaison de produits, des appareils de salon jusqu'à un objet de salle de bain, explique pourquoi la marque s'est installée si naturellement dans les foyers. La crise des années 1930 a frappé tout le monde, mais Philips a tenu bon grâce à sa diversité et à sa détermination. Elle a poursuivi le développement de lampes à décharge, d'appareils à rayon X, de radios pour automobiles et d'améliorations qui lui ont donné du muscle pour traverser les turbulences financières et, au passage, élargir son marché. En 1939, elle a fondé la filiale North American Philips Company et est devenue un point d'ancrage majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Le siège légal a été transféré à Curaçao, territoire caribéen du Royaume des Pays-Bas, et une grande partie de la famille Philips s'est installée aux États-Unis avec les capitaux nécessaires pour préserver la continuité de l'entreprise. Lorsque l'Allemagne a envahi et occupé les Pays-Bas en 1940, Fritz Philips, fils d'Anton, a décidé de rester à Eindhoven, tandis que le reste de la famille prenait le chemin de l'exil. Pendant les années d'occupation nazie, Fritz a maintenu le fonctionnement des usines locales et s'est efforcé de protéger ses employés, y compris plusieurs travailleurs juifs. En 1943, après une grève dans l'usine, il a été arrêté par les autorités allemandes et envoyé au camp de concentration de Vught, où il a passé plusieurs mois en détention. Sa décision de rester dans le pays, d'assumer des risques personnels et de défendre ses équipes en plein conflit a été considérée comme un acte de courage exceptionnel. Ce geste n'a pas seulement sauvé des vies, il a aussi fait de Fritz une figure profondément respectée au sein de Philips et dans la ville d'Eindhoven, où son courage est resté à jamais lié à l'histoire de l'entreprise. L'après-guerre a exigé une reconstruction et la société a répondu rapidement. En 1946, elle a retrouvé ses niveaux de production d'avant-guerre et a ramené son siège aux Pays-Bas. La direction est passée à Fritz Philips, qui a ouvert une phase de développement plus technique et plus structurée. La recherche interne a permis des avancées dans les transistors et les microchips et a placé ses laboratoires comme référence mondiale.
À partir de 1949, Philips a repris la vente de téléviseurs avec des modèles comme le Philips 383A. L'année suivante, en 1950, elle a fondé Philips Records, son propre label discographique. C'était une évolution naturelle pour une entreprise qui fabriquait déjà des radios, des enceintes et des appareils audio, et qui cherchait désormais à maîtriser aussi le contenu musical. 12 ans plus tard, en 1962, Philips s'est associé à Siemens pour créer le gramophone Philips Group, une holding qui a posé les bases de ce qui deviendrait plus tard Polygram. Cette alliance a permis à Philips de devenir un acteur mondial de l'industrie musicale, non seulement comme fabricant d'appareils, mais aussi comme producteur et distributeur de musique. Pendant ce temps, son rasoir électrique Philishave, lancé à l'origine en 1939, a reçu en 1950 une version améliorée avec 2 têtes rotatives, ce qui a augmenté son efficacité et son confort. Aux États-Unis, pour des raisons juridiques de marque déposée, il a été commercialisé sous le nom Norelco, une adaptation qui s'est révélée clé pour pénétrer ce marché et transformer le produit en succès durable. 1963 a été une année clé pour Philips. Cette année-là, elle a lancé le magnétoscope IL3400, un appareil à bande ouverte destiné à un usage domestique qui permettait d'enregistrer et de lire des vidéos à la maison, quelque chose de très avancé pour l'époque. Mais le vrai changement est venu avec le lancement de la cassette compacte, un nouveau format audio qui a transformé la façon d'écouter et d'enregistrer la musique. On pouvait la manipuler d'une seule main, elle prenait peu de place et supportait bien l'usage quotidien, ce qui en a fait un standard mondial. Peu de temps après, Philips a présenté l'enregistreur portable EL3300, qui montrait toutes les qualités du nouveau format. Il permettait d'enregistrer voix et musique n'importe où, sans avoir besoin d'équipements encombrants ni d'installations particulières. C'est devenu un outil clé pour les journalistes, les étudiants et les musiciens. En 1967, l'entreprise a introduit le mini-cassette, une version encore plus compacte pensée pour des enregistreurs de poche. Bien moins connu que la cassette standard, ce format a trouvé des applications inattendues. Des années plus tard, il a été utilisé comme support de stockage de données dans des ordinateurs comme le Philips P2000T, montrant comment une innovation audio pouvait s'adapter à l'informatique à une époque où les solutions bon marché manquaient. À la fin des années 1960, les laboratoires de recherche Philips ont vécu une période particulièrement fertile sous la direction du physicien Hendrik Casimir. La liberté régnait pour explorer des idées à fort potentiel, et cette atmosphère a permis des avancées remarquables. L'un des ingénieurs arrivés à cette époque fut Kees Haemink en 1967, qui allait plus tard développer des algorithmes essentiels au fonctionnement du CD et du DVD. Cette combinaison de talent, de ressources et d'autonomie s'est retrouvée dans les produits de la décennie suivante. En 1972, Philips a lancé avec Grundig le N1500, le premier magnétoscope domestique à cassette rectangulaire qui permettait d'enregistrer des programmes sur des bandes de 30, 45, puis 60 minutes. Tandis que Sony misait sur le système U-matic pour les professionnels, puis sur le Betamax pour le grand public, et que JVC lançait le VHS, Philips et Grundig proposaient une autre voie, le système Video 2000, qui permettait d'enregistrer jusqu'à 8 heures par cassette et offrait un avantage unique, les bandes pouvaient être utilisées sur les 2 faces, comme les cassettes audio. Même si la proposition était innovante, la puissance commerciale du VHS et sa distribution mondiale ont fini par s'imposer, reléguant le Video 2000 au rang de pari audacieux qui n'a pas réussi à devenir un standard. En parallèle, Philips explorait une autre direction, centrée sur la vidéo optique. Avec l'entreprise américaine MCA, elle a développé le Laserdisc, le premier format commercial de vidéo lu au laser. Il a été présenté en 1972 et est arrivé dans les magasins en 1978, avec des films comme Jaws parmi les premiers titres. Même s'il n'a pas connu un grand succès à cause de son prix et de sa taille, il a démontré qu'un faisceau de lumière pouvait lire des informations avec précision et sans usure mécanique, anticipant ce qui allait arriver dans l'audio. Au début des années 1980, Philips a réussi l'une de ses avancées les plus importantes, l'invention du disque compact, plus connu sous le nom de CD. Avec Sony,
elle a développé le premier modèle commercial qui est arrivé dans les magasins entre 1982 et 1983, marquant le début de l'ère numérique dans la musique. Les ingénieurs de Philips travaillaient depuis des années sur l'application de la technologie laser au son et à la vidéo, à la recherche d'un moyen de reproduire la musique sans contact physique, sans aiguille ni bande qui s'use. En 1979, ils ont présenté un prototype lors d'une conférence de presse, montrant la taille du disque et la durée de musique qu'il pouvait contenir. Le message était clair. L'avenir serait argenté, rond et numérique. Peu après, Philips et Sony ont décidé d'unir leurs forces pour créer un format unique, au lieu de se battre avec deux systèmes différents. Cette décision a été cruciale. Elle a évité de diviser le marché et a permis au CD de devenir un produit universel. Comme l'a raconté l'ingénieur Kissing, un diamètre de 12 cm a été choisi parce que Philips disposait d'un avantage stratégique. Sa filiale discographique, Polygram, l'une des plus grandes du monde, avait déjà une usine à Hanovre prête à produire des disques d'environ 11,5 cm. Sony, en revanche, ne disposait pas d'installation prête et accepter ce diamètre permettait d'équilibrer les conditions entre les deux entreprises. Une fois la taille fixée, d'autres décisions importantes ont suivi. Par exemple, la durée du disque, il a été établi qu'il devait pouvoir contenir environ 1 heure de musique, de quoi accueillir un album complet. Ce chiffre n'était pas un hasard, mais le résultat d'études sur les habitudes d'écoute et les besoins de l'industrie musicale. Il y a aussi eu des débats techniques sur la qualité du son. Philips plaidait pour une qualité un peu plus simple, tandis que Sony voulait aller plus loin. Finalement, une résolution audio a été retenue, permettant de reproduire les sons avec une grande fidélité en captant avec précision aussi bien les graves que les aigus. En plus, cette configuration fonctionnait bien avec les équipements vidéo existants, comme les systèmes NTSC et PAL, ce qui facilitait la production sans devoir développer de nouvelles machines. Le nom Compact Disc a suivi la logique de la Compact Cassette en renforçant l'idée de continuité. Un format petit, pratique, facile à utiliser et pensé pour le quotidien. Même la taille gardait un lien. La cassette mesurait environ 11,5 cm en diagonale et le CD 12 cm de diamètre, une similitude qui aidait les utilisateurs à l'identifier comme membre de la même famille de produits. Ce travail commun entre Philips et Sony n'a pas seulement donné forme au CD, il a aussi marqué le début d'une nouvelle ère dans la musique numérique. Le disque compact ne comportait pas de pièces mécaniques en contact avec le support, ce qui signifiait moins d'usure, une plus grande durabilité et une qualité sonore constante. En 1983, Philips a lancé son premier lecteur de disque compact, le CD100. Il avait un chargement par le dessus, c'est-à-dire que le disque se plaçait par le haut, et utilisait un mécanisme interne très robuste appelé CDM0 qui offrait une grande stabilité de lecture. Même si la qualité sonore n'atteignait pas les niveaux les plus élevés possibles, le résultat était propre, fiable et très apprécié des utilisateurs. D'ailleurs, de nombreux collectionneurs valorisent encore ce modèle pour sa durabilité et son caractère. Peu après sont arrivés les modèles CD300 et CD303, qui ont introduit un tiroir pour l'insertion du disque, plus pratique et plus moderne. Leur design était aussi plus raffiné, marquant le début d'une nouvelle phase esthétique pour les lecteurs de CD. Pendant que le disque compact gagnait en popularité, Philips renforçait également sa présence internationale. En 1980, elle a acheté 50% de Marantz Japon, une marque reconnue pour ses équipements audio de haute qualité. En 1984, elle a acquis près d'un tiers de Grundig, une autre entreprise européenne bien implantée dans l'électronique. Cette même année, Philips a célébré un jalon symbolique en fabriquant son téléviseur numéro 100 millions, un chiffre qui reflétait son immense portée sur le marché mondial. L'expansion vers l'Asie s'est accélérée. En 1985, Philips China Limited a été fondée et, en 1987, la réunification avec North American Philips, la division opérant aux États-Unis et fabriquant téléviseurs, systèmes d'éclairage et autres produits électroniques, a été réalisée. Cette division regroupait également des marques américaines comme Magnavox et Signetics, ce qui renforçait encore la présence de Philips en Amérique du Nord.
Cependant, la seconde moitié des années 1980 et le début des années 1990 ont amené des difficultés. En 1990, Philips a enregistré des pertes de plus de 2 milliards de dollars, le plus grand revers financier jamais subi jusque-là par une entreprise néerlandaise. La concurrence asiatique, surtout celle du Japon et de la Corée du Sud, se développait rapidement et plusieurs nouveaux produits de Philips n'ont pas réussi à susciter assez d'intérêt. Parmi eux se trouvait la Philips CDI, une console multimédia qui tentait de réunir jeux vidéo, films et disques interactifs dans un seul appareil de salon. L'idée était ambitieuse, mais elle n'a pas réussi à toucher le grand public. Un autre essai a été la Digital Compact Cassette, une cassette audio numérique censée remplacer la cassette traditionnelle. Même si elle permettait d'utiliser les anciennes cassettes, elle n'apportait pas assez d'avantages pour convaincre les consommateurs. Et il y a eu aussi le système Vidéo 2000, un magnétoscope avec plusieurs améliorations par rapport au VHS. Il permettait d'enregistrer jusqu'à 8 heures par cassette, d'utiliser les deux faces comme sur les cassettes audio et ajuster l'image automatiquement sans que l'utilisateur ait besoin de toucher à quoi que ce soit. Malgré tout, il n'a pas réussi à s'imposer. Le marché avait déjà tranché et le VHS dominait. Le paysage de l'industrie électronique a commencé à changer rapidement et Philips a été obligé d'ajuster son cap. Peu à peu, l'idée s'est imposée que le secteur de l'audio et de la vidéo grand public n'offrait plus les mêmes bénéfices. Les marges se réduisaient, la concurrence asiatique tirait les prix vers le bas et la pression financière augmentait. Pour éviter une chute plus grave, il était nécessaire de réduire son exposition dans ce secteur et de chercher des opportunités dans des domaines plus stables, avec plus de valeur ajoutée et une meilleure projection à long terme. Malgré tout, au cours des années suivantes, Philips a continué à proposer des innovations et des produits dans le secteur des technologies audiovisuelles. En 1991, la société a simplifié son nom corporate en Philips Electronics NV et a dissous sa filiale North American Philips, remplacée par Philips Electronics North America Corporation. C'était une partie d'un effort visant à consolider son identité globale et à réorganiser ses activités aux États-Unis. En 1993, Philips et Sony ont présenté le format CD vidéo, un pari multimédia combinant audio et vidéo sur un même disque. Cependant, le secteur se dirigeait vers un accord plus large. Toshiba et Panasonic poussaient leur propre format, le Super Density Disc, et pour éviter de répéter la guerre de standards ayant opposé VHS et Betamax, des entreprises clés comme Apple, Compaq, Microsoft et d'autres ont été réunis afin de trouver une base commune. De cet effort est né le DVD, capable de stocker 4,7 gigaoctets sur une couche simple et jusqu'à 8,5 gigaoctets sur une couche double. Le format a intégré des techniques de codage développées par Kizimink, le même ingénieur qui avait joué un rôle clé dans la conception du CD. Le DVD a fait ses débuts au Japon en 1996 et s'est rapidement répandu dans le monde entier, transformant l'expérience du home cinéma grâce à ses disques résistants, ses menus interactifs et sa qualité d'image supérieure. Pendant ce temps, l'échiquier corporate de Philips bougeait lui aussi. En 1997, l'entreprise a transféré son siège central d'Eindhoven à Amsterdam et, en 1998, elle a vendu sa maison de disques historique Polygram, un signal clair qu'elle commençait à se retirer du divertissement traditionnel pour se concentrer sur des secteurs à plus forte marge. En 1999, elle a présenté avec Sony le Super Audio CD, également connu sous le nom de SACD, un successeur ambitieux du CD destiné aux audiophiles. Le SACD utilisait une technologie appelée DSD, qui enregistrait le son avec une précision bien supérieure à celle du CD classique, jusqu'à 64 fois plus d'échantillons par seconde, et permettait une écoute aussi bien en stéréo qu'en son Surround 5.1. En 2002, Philips et Crest Digital ont inauguré aux États-Unis la première ligne de production de disques hybrides SACD-CD, capable d'être fabriqués à grande échelle. Ce fut une réussite technique notable, mais le format n'a pas réussi à reproduire le succès massif du CD. Il s'est toutefois fait une place parmi les amateurs de sons de haute fidélité et, avec le temps, a fini par dépasser son concurrent, le DVD audio, en gardant une base fidèle de passionnés.
le déménagement de Philips vers Amsterdam s'est achevé en 2001. Cependant, plusieurs divisions clés, comme Philips Research, sont restées à Eindhoven, maintenant le lien avec la ville où l'entreprise était née. Durant ces années, Philips a commencé à se développer dans les domaines des soins personnels et de la santé, à la recherche de secteurs plus stables et mieux margés. Parmi les étapes importantes, il y a eu l'achat d'Optiva Corporation, fabricant des brosses à dents électriques Sonicare, et en 2001, l'acquisition de la division médicale d'Agilent Technology qui lui a permis d'entrer pleinement dans le monde du diagnostic et de la surveillance clinique. En parallèle, Philips continuait d'innover dans la télévision. En 2002, elle a présenté ses premiers téléviseurs LCD avec Ambilight, une technologie qui analysait les couleurs de l'image et projetait de la lumière sur le mur derrière l'appareil. Cela donnait l'impression d'un écran plus grand et réduisait la fatigue visuelle, un point particulièrement apprécié par les utilisateurs à domicile. En 2004, elle a lancé les Mirror TV qui fonctionnaient comme un miroir lorsqu'ils étaient éteints et comme un téléviseur lorsqu'on les allumait, pensés pour des espaces comme les chambres ou les hôtels. La même année, l'entreprise a adopté le slogan Sense and Simplicity, reflétant sa volonté de concevoir des produits faciles à comprendre et à utiliser. Mais la décennie a aussi apporté des changements profonds. En 2006, Philips a vendu sa division de semi-conducteurs, un signe très clair de son intention de sortir des activités à marge plus serrée. Cette même année, elle a racheté Lifeline Systems, spécialisée dans la téléassistance pour les personnes âgées ou les patients ayant besoin d'une aide rapide, renforçant son pari sur la santé. Dans le domaine du divertissement, Philips a participé au développement du Blu-ray Disc aux côtés de Sony, Panasonic et TDK. Ce nouveau format, lancé en 2006, offrait une meilleure qualité d'image et de son pour le home cinéma grâce à sa capacité de stockage plus élevée. En 2008, la société a montré des téléviseurs capables d'afficher de la 3D sans lunettes et en 2009, elle a lancé la gamme cinéma avec des écrans plus larges pensés pour regarder des films en format panoramique. Malgré ces innovations en télévision et en audio-vidéo, l'orientation de Philips avait déjà commencé à changer. Les investissements croissants dans la technologie médicale, ainsi que la réduction de ses laboratoires dédiés au grand public, montraient clairement qu'elle se tournait de plus en plus vers la santé, le bien-être et les solutions pour hôpitaux, cliniques et foyers. C'était le début d'une transformation stratégique qui allait laisser derrière elle une grande partie de l'électronique de salon pour miser sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée et plus stables. En 2011, Philips a fait un pas de plus dans cette transformation en rachetant des actifs d'une des principales entreprises indiennes de petits appareils électroménagers. Peu après, elle a ajouté de nouvelles sociétés du secteur de la santé, renforçant sa stratégie vers des domaines plus stables et à plus forte valeur ajoutée. En mars 2012, elle a annoncé qu'elle quitterait le secteur des téléviseurs en le transférant à l'entreprise chinoise TPV Technology. Même si Philips ne les fabrique plus, elle a accepté de concéder une licence sur sa marque en échange de redevances. Autrement dit, elle a donné à TPV le droit légal d'utiliser le nom Philips sur les téléviseurs en échange d'un gain à chaque produit vendu. Parallèlement, Philips s'est également séparé de sa division audio, vidéo et accessoires pour la maison en la vendant au fabricant de guitares Gibson pour 135 millions d'euros. Gibson a tenté de relancer cette ligne de produits, mais le pari n'a pas fonctionné et elle a finalement abandonné. Ces mouvements reflétaient une stratégie claire, sortir des activités grand public à faible marge et se concentrer sur des secteurs à plus fort potentiel. À la fin de 2013, Philips s'organisait en 3 grandes divisions: Philips Consumer Lifestyle, Philips Healthcare et Philips Lighting. Même si elle avait déjà vendu son activité téléviseur et sa division audio et vidéo, elle restait présente dans des produits grand public performants comme les brocs à dents électriques, les rasoirs et les solutions de soins personnels, désormais davantage liées au bien-être et à la santé à domicile. Cette division montrait que Philips n'avait pas complètement abandonné le grand public, mais qu'elle était en train de le redéfinir. En même temps, l'entreprise accélérait sa croissance en technologie médicale et en éclairage avancé, 2 secteurs offrant de meilleures marges, des contrats stables et une meilleure projection à long terme. Après 2 décennies de hauts et de bas, Philips a décidé d'opérer un tournant profond dans sa stratégie.
En 2013, elle a supprimé le mot Electronics de son nom et est devenue Royal Philips NV, reflétant sa nouvelle identité. D'un autre côté, en 2016, elle a séparé son activité éclairage et l'a transformée en une entreprise indépendante qui a pris en 2018 le nom de Signify. Même si elle ne fait plus partie du groupe Philips, Signify continue d'utiliser la marque pour ses produits d'éclairage grâce à un accord de licence. Cette décision s'inscrivait dans le virage stratégique de Philips pour se centrer sur la santé, les soins personnels et la technologie connectée, tandis que Signify gère aujourd'hui tout l'éclairage professionnel et domestique. À ce moment-là, le groupe fonctionnait déjà comme un conglomérat recentré. En 2018, il a dépassé les 77 000 employés et a enregistré des bénéfices nets supérieurs à 1 milliard d'euros. Pourtant, les années suivantes ont apporté de nouveaux défis, avec l'arrivée d'une période de perte financière. C'est pour cette raison qu'en 2023, l'entreprise a communiqué un plan de réduction de 6 000 postes sur 2 ans, après avoir enregistré une perte de 5 milliards d'euros en 2022. Ces ajustements faisaient partie d'une stratégie visant à simplifier la structure, améliorer la qualité et renforcer les domaines à plus fort impact clinique et commercial. Aujourd'hui, Philips est considéré comme l'une des entreprises leaders en technologie et dispositifs médicaux de pointe. La division des produits audio et vidéo, pour sa part, appartient toujours à TPV Technologies. Avec un peu de recul, l'histoire de Philips est celle d'une entreprise qui a dû se réinventer encore et encore. Depuis ses origines dans la lumière, en passant par la révolution de l'audio et de la vidéo, jusqu'à sa transformation en référence de la technologie médicale, le chemin parcouru a été long, complexe et jalonné de décisions clés. Aujourd'hui, avec des fondations posées dans la santé, le bien-être et les solutions connectées, l'avenir reste ouvert. Et il sera intéressant de voir comment elle continuera d'évoluer dans les prochaines années. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.